Cette semaine, au podcast ordinaire, j'ai rencontré Dominique Dubé de la compagnie Evive. On parle ensemble de créer une compagnie de A à Z avec sa femme. Aujourd'hui, il a 2 enfants, une compagnie qui vaut plusieurs millions, qui est vendue partout en Amérique du Nord. Honnêtement, ça a été tellement le fun parce que vous le savez, j'ai Mindblow aussi. On a parlé beaucoup d'agroalimentaire, des challenges qu'il y en a avec ça, de lui qui coupait lui-même les glaçons de smoothie à l'époque. Ça a été un super de belle entrevue. Bon épisode tout le monde. Je vais vous parler d'un des sponsors du podcast ordinaire qui est l'entreprise Mindblow Energy. Et on se mentira pas, OK? Mindblow, c'est mon entreprise à moi, donc je sponsorise la même entité. Mindblow sponsorise le podcast ordinaire. Quand j'ai découvert les nootropics il y a plusieurs années, qui sont des suppléments qui augmentent tout ce qui est cognitif, je suis tombé en amour avec le concept et je me suis dit, il faut absolument lancer une compagnie québécoise, canadienne pour ces produits-là. Alors, on a créé comme ça un supplément qui est rapidement devenu trending en ligne, numéro 1 sur Amazon pour tout ce qui est énergisant. Si vous avez besoin de focus, de bonne humeur, d'énergie à longue durée sans crash, c'est vraiment le produit pour vous. Et on a même une version prête à boire comme ça ici, qui est une boisson énergisante conventionnelle, mais avec des suppléments à l'intérieur. De délicieuses saveurs. On a 4 saveurs pour le supplément aussi, disponible sur Amazon ou mindblowenergy.com. Et vous pouvez utiliser le code PASORDINAIRE sur mon site web pour 10% de rabais. Merci beaucoup à Mindblow de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. C'est moi qui sponsorise l'épisode. Ben oui. Dominique Dubé au podcast ordinaire, comment ça va? Ça va bien. Merci de l'invitation. Content que tu sois avec moi aujourd'hui. En plus, car on se l'a déjà dit, tu étais là hier dans un autre podcast aussi, fait que tu es déjà prête pour... C'était mon objectif cette année, de plus conter l'histoire, puis aussi de me pratiquer à être devant micro, devant caméra. Fait que c'est moins naturel? Non, moi, ça a toujours été assez naturel, mais tu sais, practice makes perfect. Ouais. Fait que j'aimerais ça en faire plus. Puis on veut partir aussi un petit podcast autour de l'alimentaire. Fait que pour moi, c'est vraiment une chance de pouvoir en faire. C'est mon 3e cette année. Là. OK, j'aime ça. Mais on est en avril, fait que t'es quasiment ouais. un par mois. Moi, je pense que c'est un bon momentum comme ça. On parle de Evive aujourd'hui. Est-ce que je le prononce bien, Evive? Yes. Ça fait longtemps que je le connais, mais j'ai dû scraper le nom mille et une fois aussi. C'est Evive. Aux États-Unis, ils ont le droit de le dire Evive, ou dans le Canada anglais. Okay. C'est plus naturel pour eux, mais ouais, Evive. Puis Evive, en fait, vient du mot vivre et évoluer. Okay. Quand on a créé le brand il y a maintenant 10 ans, déjà? Ça va faire 10 ans en juin. OK. On aimait beaucoup l'aspect vivant du produit. On travaille avec des ingrédients crus, tout ça. Puis l'aspect évolué. Fait qu'on est beaucoup dans la transformation, aider les gens à amener des bonnes habitudes, à améliorer leur vie par la saine alimentation, mais aussi par plein d'autres choses. Fait que l'origine du nom est très française. J'adore ça. Ouais. D'où ça vient à la base, tout ça, ils vivent dans le sens où c'est des smoothies congelés. Encore là, je sais qu'il y a peut-être d'autres produits qui en découlent aussi, on va en discuter ensemble. Mais d'où ça vient, puis j'ai envie de savoir, toi, l'idée est venue d'où, dans le fond? L'idée est venue de... t'es à une couple de business, toi, déjà de partie, là, fait que tu le sais que c'est jamais comme un moment, une idée, c'est une espèce de rassemblée d'idées et de pivots. Mais ça a commencé, là, ça fait 10 ans. Ma femme, Claudia, était en changement, justement, on parle d'évolution. Là. Elle était dans le yoga, elle était tombée dans le yoga, la saine alimentation, elle était devenue végane. Okay. Puis les smoothies, c'était vraiment une partie qui était devenue quasiment une obsession. Là, comme à chaque matin, elle faisait son smoothie, elle utilisait plein de super aliments, comme des trucs assez niches, là, du baobab, de la moringa. Qu'on connaît pas, là. Ouais, faut être dans une épicerie santé pour acheter, puis le petit sac est comme 35$, tu sais. Fait que, mais tous ces super aliments-là, avec les fruits, les légumes qu'elle mettait dedans, ça faisait quelque chose de vraiment dense au niveau nutritionnel. Parce que l'idée des super aliments, en fait, c'est que pour une cuillerée à thé, tu peux avoir une quantité vraiment impressionnante de... t'es là-dedans, là, mais fer, fibres, vitamine C, ils ont chacun un petit peu leur superpower. Ouais. Fait que ces smoothies étaient... quasiment supplémenté, si tu veux, mais avec directement de la nature. Okay. Mais ça prenait beaucoup de temps, c'était compliqué, puis l'idée est venue de dire, si on pouvait simplifier ça, puis rendre ça aussi simple que de faire un café le matin, ça pourrait changer le monde. Okay. Fait que l'idée initiale, parce que moi j'ai fait un bac en génie mécanique, fait que je voulais fabriquer des machines, c'était de fabriquer une machine comme Nespresso pour smoothie. Fait que commencer à patenter un peu des trucs. Finalement, c'était comme... clairement pas une bonne idée parce que ça arrêtait des smoothies en poudre. Là, c'est vraiment pas la même expérience. Fait qu'on a eu l'idée en fait de juste pré-blender les smoothies en cubes puis de les laisser fondre dans de l'eau
pour avoir tous ces bons nutriments-là, mais sans utiliser de malaxeur, puis très simplement. Fait que c'était ça, la jeunesse. J'adore ça, puis je sais qu'on vient souvent de mentionner des mois de travail, peut-être même des années en seulement quelques phrases comme ça. Exact. Y a-tu justement un autre concept avant de les faire congeler comme ça? Parce que c'est quand même un feature important de notre côté que tu l'as dit, c'est congelé, on laisse fondre dans l'eau, ton smoothie est prêt. Mais à la base, bon, il y avait la machine. Y a-tu eu d'autres tests? Il y a eu un format un peu genre Yoplait, tu sais, en tube, là. OK. Qu'on s'est dit, t'ouvres ça, tu mets la poudre. Mais il y a vraiment eu un déclic pour moi quand j'étais en train de travailler sur mes machines. Puis là, j'étais comme, tu sais, fallait que je trouve un mécanisme, tu sais, qui pourrait blender, mais qui serait facile à laver plus qu'un blender. C'était quand même compliqué. Okay. Puis j'ai comme, dans le fond, juste laisser le temps au cube de fondre au lieu de le blender. Ça a été un des petits moments d'éclair de génie, de comme, oh my god, on n'a pas besoin de vendre de machines. Ouais. Ça va être tellement plus simple. Finalement, c'était vraiment compliqué de fabriquer les cubes, mais on n'a pas eu affaire à la machine. Ouais. Okay. Mais là, d'avoir ton background comme ça, scolaire, puis je me suis quand même souvent ça poser la question parce que j'ai reçu des gens sur le podcast qui ont, comme moi, pas un énorme parcours scolaire, d'autres personnes qui ont, comme toi, un gros parcours scolaire. Dirais-tu que malgré le fait que tu n'as pas fait cette fameuse machine-là ou autre, dirais-tu que ce background-là t'a été utile pour te lancer en affaires comme ça? Ça a eu des plus et des moins. OK. Les plus ont été au niveau de... Au début, tu sais, parce que tu fais plein d'affaires, il faut que tu fasses la comptabilité, il faut que tu sois capable de compter quand même. Ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça, c'était vraiment pas compliqué pour moi de faire mes prévisions financières au début, tu sais, tout faire notre comptabilité et notre finance. Ça, c'est quand même important. Nos chiffres de production, mes costs, mes COGS, tu sais, tout ça, c'est venu assez facilement pour moi d'assurer que j'aille une marge. Tu sais, ces concepts-là étaient faciles. Okay. Je n'étais pas comptable, mais tu sais, en génie, tu fais beaucoup de mathématiques. Ouais. Je dirais tant mieux parce que c'est tellement quelque chose que les gens en général ne maîtrisent pas. Puis c'est là que c'est un make or break. Ouais, si au début, tu ne comptes pas, ça peut vraiment crasher vite. Oui. Fait que ça a été un plus. Le moins, ça a été que je suis sorti de mon bac en génie, tu sais, fier. Ça fait 5 ans de génie, j'étais un ingénieur. Ouais. Fait que quand même avec un bon ego au niveau de mes capacités. Okay. Fait que quand on a commencé à faire la production, je voulais tout faire moi-même. Fait que j'ai voulu fabriquer nos machines pour fabriquer nos cubes et tout ça. Puis là, je me suis vraiment cassé la gueule à faire fabriquer des machines, à faire des plans, tout ça. Puis, tu sais, j'avais pas d'expérience de génie. J'avais pas un 5, 10, 15 ans. Ouais. Puis, j'avais pas d'entourage. J'étais genre tout seul chez moi. Fait que j'ai fait des décisions quand même très coûteuses. Versus si j'avais eu aucune idée de comment fabriquer des machines, tu sais, j'aurais été voir des experts. Ouais. Puis, j'aurais sauvé bien du temps et bien de l'argent. Okay. Fait que ça a été à double tranchant. Okay. Avez-vous été rapidement vers du co-packing ou est-ce que vous avez... Comment ça a fonctionné peut-être ce lancement-là? Puis comme on en a jasé avant, moi aussi je suis dans le domaine alimentaire avec MindBlow, fait que je veux dire, j'ai tellement appris sur le tas de choses que tu n'as aucune idée comment que ça fonctionne. Tu avais ton background en génie, mais comme tu l'as dit, tu n'as pas fait de machine. Fait que ça a été quoi les premières étapes pour lancer un produit comme ça, trouver un manufacturier? Ouais, ben non, parce que personne ne faisait de cubes de smoothie, right? Okay. Fait que, tu sais, en co-packing, normalement, tu y vas, puis la personne a certaines lignes de production. Ouais. Ils font des cannes. Ouais. Voici ma recette. En 2-3 mois, c'est lancé. Ouais. Nous, on avait pas de volume, puis on n'avait pas de machine, tu sais, pour fabriquer le produit. Fait qu'il fallait trouver comment le fabriquer. Fait que c'est là que c'est devenu assez compliqué. La première façon que j'ai trouvée avec aucun argent de le faire, ça a été de blender dans des gros blenders puis de couler le smoothie dans des plaques à biscuits, Okay. dans des racks. Okay. Puis là, je mettais ça dans un congélateur, je laissais geler. Après ça, je coupais de la glace avec un gros couteau à fromage. C'était vraiment random. C'était super random, mais tu sais, pas de budget. C'était très petit PME. Oh my God. Ouais. J'adore ça. Mais on a fait 2 ans et demi de même à couper à main, jusqu'au point où j'avais des tendinites dans les 2 poignets. Je pouvais pas engager du monde parce que le monde était comme un peu... La job, c'est de couper de la glace 8 heures par jour. Genre, non. Personne ne va faire ça. Fait que là, il y a eu un moment où c'était comme, qu'est-ce qu'on fait? T'sais? Puis là, j'avais essayé de faire des machines, ça n'avait pas marché. Fait que là, c'était comme, est-ce qu'on arrête ou on trouve une solution? Puis c'est souvent dans ces moments-là qu'il y a un élan de créativité parce que c'est comme un... Il faut que tu survives. Fait que là, ton cerveau, il trouve une solution outside of the box. Puis c'est là qu'on a eu l'idée de, dans le fond, faire des moules. Je sais pas si tu connais nos roulettes. Là. Ça ressemble... Non. J'aurais peut-être dit en amener une, mais dans le fond, on portionne le liquide dans un petit moule à glaçons en rond.
OK, mais ça, c'est ta roulette. Là. Oui, la roulette Comment de que vivre. il Ouais, est fait? ouais. Oui, je sais OK, comment ouais. c'est fait. OK. Puis ensuite, c'est congé, mais on vend la roulette qui est recyclable. OK. Fait qu'au lieu d'avoir à couper des cubes, dans le fond, c'est moulé, puis Ouais. on vend le moule. OK. Fait que ça a tout changé pour nous. C'est clair. Puis là, on a acheté des machines pour faire ça. Là, j'ai OK. fait faire affaire avec des experts. Et on a acheté nos équipements. Les équipements nous appartiennent encore à ce jour, mais on les installe chez des sous-traitants. OK. Fait que vous êtes quand même 100% responsable de votre production. On est responsable de zéro. OK. OK. Fait que c'est passé, Non, là. c'est ça. Ouais, je l'ai fait pendant 3 ans. Ensuite de ça, j'ai acheté mes équipements pour faire remplir OK, les c'est ça que roulettes. je voulais dire. Puis on les a installés chez des sous-traitants, sous-traitants. ça, Fait tu voulais qu'eux, ils dire. gèrent la production. Ouais. OK, génial. OK. Ouais, ouais. Quand même assez intense. Moi, ça me passionne de savoir, tu sais, là, tu parlais de couper la glace, puis de ces fois à quel point on peut faire des choses quand on lance une compagnie au départ. Puis l'alimentaire, c'en est un comme ça. Tu sais, à cette heure, aujourd'hui, passer une compagnie, tu sais, des vêtements, des choses, tu peux faire des erreurs, mais je pense que l'alimentaire, c'est tellement la chose qu'il y a tellement de marge d'erreur, il y a tellement de trucs. Puis comme tu dis, de passer des heures à couper de la glace, personne pense qu'ils vont devoir faire ça en se lançant une compagnie comme ça, whatever. Tu parlais de ta femme, qui est un peu comme l'instigatrice là, avec ses idées de smoothie. Elle était dans la business aussi? Est-ce qu'elle est dans la business? Oui, ben en fond, c'était 50-50, moi puis elle. Là, on a 2 enfants, fait qu'elle a pris la décision d'être plus à la maison, fait qu'elle a moins de rôle actif, mais c'est encore l'âme, tu sais, d'Evive, au niveau des innovations, de tout ce qui est branding, elle est quand même impliquée. Mais ouais, j'ai comme perdu mon partenaire du point de vue exécution, opération, mais c'est vraiment parfait parce que là, on a une meilleure balance. Ben oui, moi j'adore ça. Moi, je pense que c'est super important, surtout avec des enfants comme ça. Ils sont jeunes, ouais. 1 an et demi puis 3 ans et demi. On pas dans la même branche. Mes enfants ont 2 puis 4. Fait que, ouais, ils s'en vont vers 2 puis 4. Bon. Fait que tu sais c'est quoi. Tu sais c'est quoi être le papa et la maman et l'entrepreneur et tout ça. Fait que, ta femme est à la maison? Je dirais à 50%. Alors, on a, dans le fond, elle était coiffeuse. Puis elle travaillait avec des chiffres d'un salon qui lui donnait des heures spécifiques. Puis quand elle est tombée enceinte, j'ai décidé, moi, d'acheter un salon de coiffeur qui fermait. Fait qu'on a acheté un fonds de commerce pour lui permettre d'avoir son salon, de louer des chaises à d'autres femmes qui voulaient ça. Mais elle est juste en gestion de sa propre chaise et de son salon. Dans des horaires qu'il lui adonne. 100%. Fait qu'elle fait plus, égal ou plus, ou beaucoup plus, qu'est-ce qu'elle faisait salariée. Mais elle contrôle 100% son horaire. Elle peut être plus avec les enfants. Nos enfants vont pas extrêmement beaucoup à la garderie, là, comme 3 jours semaine, pas plus. Moi aussi, c'est ça. On essaie vraiment d'être le plus présent possible parce que je sais que passé 5 ans, là, c'est l'école, la routine qui rentre. Ma fille, c'est l'école en septembre. Ouais. Fait que, on est dans ces questionnements-là, nous, au niveau de l'école. Qu'est-ce qu'on va faire? Dans le sens où... il y a certaines écoles alternatives où qu'on habite, on se questionne. L'école traditionnelle, ça m'appelle moins, ça nous appelle moins. Il y a plein de raisons. Une des raisons qui est comme... Je sais pas, je serais curieux de voir qu'est-ce que tu en penses, mais c'est que l'école traditionnelle, ça a été développé pendant plusieurs décennies, mais pour un univers qui était très industriel. Puis là, avec le digital, qui va vraiment être la nouvelle économie, mon thinking, c'est j'aimerais ça, préparer mes enfants pour cet univers-là le mieux possible, puis pas déléguer cette tâche-là au gouvernement, du moins pour les premières années d'éducation. Après ça, rendu à secondaire, université, peut-être moins important. Mais il y a j'ai une volonté de les préparer à ce qui s'en vient. Puis je pense pas que le réseau scolaire puis l'éducation va être ajusté. Puis on le voit un peu avec les enfants qui sont très challengés par l'apparition des technologies puis tout ça. Puis l'école est comme à struggle. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait que je suis pas clair. Il me reste encore 1 an ou 2 à figure out, mais comme j'ai comme une intuition que comme il va peut-être falloir le prendre sur nous. On prend une petite pause à l'épisode d'aujourd'hui pour vous parler d'un des sponsors du podcast Ordinaire, qui est Shop Santé, qui à toutes les semaines, je vous présente différents produits qui sont disponibles chez Shop Santé. Et cette semaine, c'est les produits d'un de mes amis qui s'appelle Juju's. Juju ici, qui est la pâte à biscuits protéinée qu'on peut manger directement. Il y a une cuillère à l'intérieur, vous la mangez directement. Je pense qu'on peut la faire cuire aussi, ce serait à tester. 24 grammes de protéines à l'intérieur. C'est keto, il n'y a pas d'arachide. Bref, juste des aliments santé à l'intérieur. Et j'en ai amené plusieurs ici pour vous montrer. C'est des petits formats comme ça ici. C'est vraiment délicieux. Ils ont 3 différentes saveurs. J'ai pris double chocolat. Je sais qu'ils ont juste pépites de chocolat aussi. Ou sinon, il y a celle, la nouvelle, qui est caramel salé. Bon, j'ai cheaté un peu. Il y a déjà une bouchée à l'intérieur. Mais c'est vraiment super onctueux. C'est vraiment... Regarde, on fait du ASMR de nourriture aujourd'hui dans le podcast. Vous voyez, il y a une belle texture comme ça ici, des petites pépites. Et tout est santé à l'intérieur. Il y a des fibres, il y a des protéines. Donc, allez faire un petit tour chez Shop Santé pour aller voir ça dans les collations protéinées dans le frigo. Juju,
qui est pâte à biscuits protéinée. C'est excellent. Je manque la qu'une live. De retour à l'épisode. Moi, je me rends compte juste que, comme, tu sais, même nous, de notre génération, tu dois être un peu comme moi, t'as quel âge? 33. Fait que j'ai 31. Fait que je veux dire, tu sais, on n'est pas dans la même Ouais. vague au niveau scolaire. Fait que je veux dire, même nous, on n'était pas préparés à rien niveau finance, ni rien au secondaire. Mais on dirait que j'ai vraiment le thinking de laisser mes enfants être des enfants le plus longtemps possible. Mhm. Tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup de pression, beaucoup de réseaux sociaux, beaucoup de choses qui mettent de la pression d'éducation sur nos enfants sans même qu'on ait du pouvoir de le faire. Fait que pour moi, on dirait que c'est le contraire un petit peu de toi, dans le sens où le primaire, on dirait que ça me dérange moins, dans le sens où apprendre à lire, à compter, tu sais, des choses qui sont un petit peu plus que tout le monde devrait apprendre. C'est plus le secondaire que je me questionne d'avoir peut-être quelque chose qui est plus privé, adapté, ou qui va peut-être avoir justement des connaissances un petit peu plus poussées, ou je dis n'importe quoi, ma fille va être poussée vers le sport, mais d'aller vers des concentrations sport ou des choses que je sais qu'elle va pouvoir évoluer, tu sais, théâtre, des choses que Ouais. c'est plus, on dirait, le secondaire que je me dis, c'est un moment où là, l'information est encore plus importante, puis c'est des jeunes humains tranquillement adultes qui vont prendre des grosses décisions. On dirait que jeune, j'ai envie qu'elle lance des c'est rushs le dans le jeu. cours Ben de oui, tu sais, récré, moi, puis la façon dont je le visualise, ça va être peut-être 1 heure ou 2 par jour de contenu. Tu sais, Ouais. Le reste, c'est du jeu. Puis ça, en fait, pour moi, c'est un peu... Je suis d'accord avec toi. C'est ça que ça nous permet de faire. Ça nous permettrait de faire si on le prend sur nous. Ouais. C'est de mettre plus de jeux. Parce 100%. que c'est dur, tu sais, quand tu as 30 enfants, de mettre 50% de la journée en jeu parce que c'est du chaos. Là. Puis les 1-2 cours d'éducation physique Ouais, par ouais. semaine. Non, je suis 100% d'accord avec toi, puis je sais que c'est... Mais c'est C'est pas compliqué, facile. il n'y a pas de solution tu sais, tant que ça. Ouais. Fait que puis beaucoup de parents autour de nous ont un peu les mêmes réflexions, mais tu peux pas juste arrêter de travailler puis juste devenir enseignant avec ton enfant. Fait que fait qu'on va voir. Ouais. Puis entrepreneur et travailleur, encore une fois, c'est deux réalités. Mhm. Je pense que t'es comme moi à essayer de mettre le plus de temps possible pour tes enfants. Je pense qu'on peut se qualifier d'avoir des entreprises qui fonctionnent bien, fait que c'est quand même cool, mais j'essaie de me mettre dans la tête aussi dessus des fois que c'est pas le cas, que sont vraiment en démarrage, ou que ça fonctionne pas comme ils voulaient, ou des changements économiques qui fait que c'est dommageable pour eux, ou des travailleurs qui ont un horaire précis, qui ont peut-être pas ce luxe-là Mhm. de prendre des décisions. Fait que bref, chacun Ouais. sa réalité, Exactement. mais on est dans un Ouais. moment assez intense. Quand on parle justement de ta femme comme ça, je pense que tu as dit à Max qu'après seulement 4 mois, vous étiez comme rendu à temps plein déjà dans EV. Est-ce que c'est le cas? Oui. Fait que ça roulait déjà tant que ça? Non, en fait, c'était... comment ça s'est passé? C'est qu'on a lancé vraiment un projet. On n'a pas appelé ça une entreprise avant, je pense, 1 an et demi. OK. Mais au début, on voulait comme juste tester puis voir comment ça se passait. Moi, j'avais plus rien à faire. J'avais fini mon bac. Puis j'avais pas trouvé de job en génie. Fait qu'il fallait une façon de gagner un peu d'argent parce que pendant les premières années, on gagnait rien. Fait que j'avais trouvé une job de porte-à-porte que je vendais des cours d'asphalte, 100% commission. Des cours? Des cours d'asphalte, Ok, des réparations de cours d'asphalte. J'ai un cours comme Ah, apprendre ouais. les gens à faire de l'asphalte. Je suis comme... c'est rough le porte-à-porte. C'était Je comprends. rough, c'était rough. C'était 100% commission. OK. Mais j'étais comme, c'est parfait, je peux travailler quand je veux, puis ça peut être super payant si je vends beaucoup. Fait que j'ai commencé ça. Les premières sorties, tu sais, je faisais 3 heures de porte-à-porte, rien vendu. J'étais comme, quelle perte de temps, comme ça s'en va nulle part. Mais, non, tu sais, une autre sortie. Puis je pense à la 3e sortie, j'ai vendu ma première cour, puis tu sais, ça m'a fait comme 100$ d'une shot. Okay. Fait que là, j'étais comme, OK. Puis là, ça donne un pic de dopamine, là, tu sais. Fait que j'étais comme, OK, c'est quand même nice. Fait que j'ai fait ça pendant 3-4 mois. Puis c'était vraiment payant à la fin parce que j'avais, tu fine-tunes ton pitch, puis tout ça. Puis ça a été la meilleure école. Parce qu'après ça, tu peux faire infini de cold call, t'as plus peur de rien. Ouais. Quand quelqu'un claque la porte sur ton nez plusieurs fois dans une soirée, à un moment donné, t'es comme... Je sais pas si t'en as déjà fait de la vente. J'ai fait de la vente beaucoup cold call au téléphone, mais pas de... Ben, en fait, porte-à-porte. Je n'ai fait une journée, puis moi, j'ai pas été capable d'endurer ça. Ouais. Mais quand j'étais plus jeune, j'avais un petit peu plus de la difficulté avec tout ce qui était de négation. Puis je veux dire, si quelqu'un m'aimait pas, j'avais de la difficulté. J'ai travaillé beaucoup avec les années. Je suis tellement devenu public sur les réseaux que c'est mon quotidien à cette heure d'en avoir un qui m'aime pas, puis whatever. Puis I don't care anymore. Mais à l'époque, c'était plus difficile. Fait que mon cold call était plus facile. Au moins au téléphone, c'était un peu plus OK, pas intéressé, OK, bye. C'était moins dur sur mon ego un peu. Ouais. Mais meilleure école de vente, le cold call ou le porte-à-porte. Pendant 3-4 mois. Puis après ça, ce qu'on a fait, on était rendu à 5 000 $ de vente par mois. Okay. Je me rappelle encore, on était comme 4 ou 5 mois in. Puis on est rentré dans un incubateur d'entreprise. Puis je pense qu'un des critères, c'est d'être temps plein. Okay. Fait que moi, j'ai arrêté de vendre des portes d'asphalte.
Puis on a levé une dette avec BDC puis Futurpreneur, c'est comme 45 000 Ouais. Fait que ça nous donnait un petit peu de liquidité pour se payer juste des micro-salaires. Je pense que c'était comme 15 000 par année pour payer notre logement qui nous coûtait, genre, à l'époque, 300-400$ par mois à Sherbrooke. Puis, tu sais, juste le gaz puis les dépenses. Fait que on a surfé là-dessus. Fait qu'on était en plein, mais tu sais, on faisait pas d'argent du tout. On essayait juste de, comme, tu sais, survivre puis monter le truc. Puis, en fait, on n'a pas jamais vraiment fait de profit avec Evive avant, comme vraiment récemment. Là. Parce qu'on était vraiment en mode, on réinvestit tout, croissance, on a levé des fonds aussi avec des capitaux de risque. Puis c'était vraiment, moi et ma femme, on voulait comme amener ça le plus loin qu'on pouvait le plus vite possible. Puis ça a été une décision qu'on a prise. Mais tu sais, on se versait des salaires, on avait des liquidités pour se verser des salaires, mais c'était le minimum pendant au moins 5 ans. Ouais. Y a-tu eu des doutes durant ces périodes-là de continuer ou de pas continuer? Puis je te dis ça parce que de plus en plus que j'avance dans le domaine du retail, l'alimentaire ou autre, de plus en plus, je vois beaucoup de compagnies en arracher. Des fois, c'est des compagnies qui performent, mais que financièrement, pas nécessairement. C'est tout le temps une espèce d'une semaine à l'autre, c'est cash flow in, ça ressort pour une prod, pour quelque chose. C'est très dur sur le cash flow pour les liquidités. De ton côté, y a-tu déjà eu justement des doutes de dire est-ce qu'on continue ça après autant d'années? Parce que là, c'est 10 ans. Tu me dis récemment, ça a commencé à faire de l'argent. Ouais. Ouais, constamment, là, tu sais. Je te dirais que quand on a pris des investisseurs externes, certains, c'était amis, famille, tu sais, au début, à partir de ce moment-là, il n'y a plus jamais une discussion de juste arrêter. Des fois, on était écœurés, puis on était comme, sérieux, quelqu'un peut-tu l'acheter pour $1, tu sais, juste tanné. Ouais. Mais jamais d'abandonner. Mais dans les premières années, avant qu'on ait des investisseurs, c'était genre à chaque semaine. Mais on se disait, une semaine de plus. Puis, bon, à un moment donné, une semaine de plus finit par faire 4-5 ans. Puis là, t'es comme... Là, on avait rentré des investisseurs. Puis là, c'était comme, bon, faut amener ça à destination. Ouais. Destination étant, tu sais, le grossir, le rendre profitable. Puis après ça, soit repayer les investisseurs d'une façon X, Y, Z, ou soit vendre la compagnie, tu sais. Mais, ouais. Quand tu vois justement une compagnie comme ça dans l'agroalimentaire qui veut grossir et autres, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent à la maison des fois qui ont des idées de peut-être le faire, autant des entrepreneurs d'expérience qui disent « Ah, j'ai telle idée pour telle affaire, lancer un nouveau café, lancer telle affaire. » Ou des gens qui ont zéro expérience qui voudraient se lancer parce qu'ils ont une idée. J'ai des amis qui viennent de lancer quelque chose de matcha, Qu'est-ce que tu dirais qui est le plus gros challenge pour l'entrepreneur dans le domaine alimentaire, puis peut-être même un vécu au niveau de ton côté, tu sais? Est-ce que c'est de faire justement la distribution, de réussir à rentrer dans des points? Est-ce que c'est tout simplement d'assurer le cash flow, comme on disait tantôt? Qu'est-ce qui, pour toi, a été le plus grand challenge dans ce domaine-là, qui des fois a l'air donc simple de l'extérieur? C'est de la bouffe, puis tu vas l'acheter, puis tu le consommes, mais pour l'entrepreneur, c'est tout un défi, là. Ouais, il y a tu peux aller vers la solution de faire un produit qui est facile à copacker. Toi, tu qualifies là-dedans, je pense. Ouais. Tu as un copacker, il est habitué de faire les canettes. Puis là, ton défi, toi, c'est le branding, le marketing. Parce que... La distribution, vu qu'il y a beaucoup de compétiteurs. Je suis allé dans quelque chose qui est niché sans être niché. Fait que ça, c'est mon challenge à moi. Ton challenge, c'est vraiment, vraiment ça, mais c'est pas la production. Non. Moi, c'était vraiment la production, parce que c'est un produit unique, on a créé des machines custom, des moules, des recettes, tout ça, c'est un produit CD qui n'existait pas. Fait que ça a été mon challenge. Mais moi, rentrer dans les épiceries, c'était pas un problème, parce que j'étais comme, je suis le seul. En ce moment, tu as des sacs de fruits congelés, puis tu vas me faire une petite place pour moi, puis c'est 100% incrémental à ce que tu fais déjà. Fait que ça n'a pas été un défi pour nous, mais éduquer le consommateur à ce que c'était, puis qu'il y avait besoin de ça, puis ça a été un défi plus solide pour tout le monde de faire connaître ta marque. Fait que je pense que comme quand, mettons, je partirais une compagnie alimentaire demain, j'aime l'idée de faire quelque chose d'un petit peu compliqué en termes de machine ou de packaging, ou tu sais, imagine une canette avec une forme de tête de mort. Tu sais, quelque chose qui est comme... On va prendre 2 ans à le faire parce que c'est compliqué, mais personne ne peut te copier après. Ouais. J'aime cette idée-là de créer quelque chose d'unique, difficile à copier, qui va te donner les listings. Super important. Mais idéalement, la production ne devient pas un nightmare. Je te donne un exemple. J'ai une de mes amies, elle a lancé une compagnie de chips. Très crowdée, dominée par des gros joueurs. Mais elle, son angle, c'était au niveau du packaging, c'est un emballage compostable. Okay. Fait beaucoup de challenges qui est venu avec ça, mais elle a gagné tous les listings. Parce que c'était comme, t'en as pas. Ouais.
tu as besoin d'un emballage compostable. Il y a un client pour ça, puis elle était bio aussi. Fait qu'elle avait une spin qui la rendait vraiment unique. C'est qui, by the way, on peut se la nommer? La compagnie s'appelle Humble. Okay. En Ontario, ils sont chez Avril au Québec, puis Métro. Ils sont vraiment, j'ai des amis de vraiment bonnes. Pretty Ugly aussi. Ouais. Je me demandais si tu connaissais ces deux. Oui, je les connais. Mais je pense non, leurs emballages sont pas. Je pense pas, non. Pas stables. C'est vraiment. Eux, c'est le. Comment t'appelles ça? J'ai recyclage. Je sais pas c'est quoi en français. Quand tu reprends les aliments. Revaloriser. Ouais. C'est ça. Alors, c'est comme ça. Ouais, 100%. Fait que Humble, je vais regarder ça. Ouais. Fait que si c'est ça. Compagnie alimentaire, j'irais à quelque chose d'assez dur à répliquer, un petit spin unique. Fait que ça, je pense que c'est super important. Puis après ça, au niveau branding, marketing, nous, ce qui a vraiment aidé, c'est qu'on vendait en ligne. Okay. Parce que si t'es juste dans l'épicerie, tes seules façons pour te faire découvrir, c'est des circulaires, des démos. Puis c'est vraiment dur à scaler des démos. Là. Nous, à un moment donné, on avait une équipe de comme 15 personnes, part-time. On bouquait des démos partout au Québec, au Canada. Puis c'est pas rentable. Puis c'est vraiment time-consuming. Dirais-tu que ton type de produit aussi est peut-être difficile en démo? C'est quand même difficile. Faut avoir un petit blender. Il y en a des plus compliqués quand tu as besoin d'un four. Tout ça. Mais c'était tough à scaler. Fait que quand on a lancé notre e-commerce en 2018, ben là, on était capable de faire découvrir notre produit en dehors des épiceries avec des influenceurs. Alors, on a bâti notre email list, les social media, tout ça. Mais de faire ça si tu ne vends pas en ligne, c'est vraiment dur de le justifier parce que c'est beaucoup de coûts. Okay. Fait que être omnicanal pour une entreprise alimentaire en 2025, je pense que c'est comme essentiel. Je pense que tu serais d'accord avec moi. Vous êtes omnicanal. Puis, on serait mort. Faut être bien franc. C'est ça marche pas. Encore une fois, chacun a sa lignée, a son type de produit. Comme tu l'as dit, tu pars de quoi que tant mieux si tu réussis aujourd'hui à rentrer dans tes magasins de même. Là. Nous, c'est pas la réalité qu'on vit présentement, mais le e-commerce, c'est un game changer pour nous autres. Fait que définitivement que si tu as les yeux fermés sur une chose. Mais je suis quand même curieux par contre parce que vous êtes surgelé. Ouais. Ça a-tu été un challenge? Parce que premièrement, on est au Québec-Canada, des frais de shipping qui sont pas les moins chers de tout le monde, non, pas du tout. En plus, vous n'êtes pas très lourd, donc c'est même pas si pire. Mais techniquement, niveau réfrigération, congélation. Au début, moi, je parlais avec un de mes amis entrepreneurs qui vendait en ligne beaucoup, Outbox. Ils vendent des granolas en ligne. Ouais. Ils ont arrêté de le faire depuis. C'est vrai? Ils ont pivoté, mais je parlais, on avait un déjeuner, puis il était comme, pourquoi tu ne vends pas en ligne? Puis j'étais comme, je suis congelé, je peux pas vendre en ligne. Puis là, l'idée a comme fait son chemin. Je suis comme, je peux pas vendre en ligne. T'as peu, de la glace sèche. Puis aux États-Unis, il y a des compagnies qui le faisaient avec de la boucherie, des choses comme ça. Okay. Fait qu'on a trouvé, on était les premiers à le faire au Canada, de faire du congelé en ligne. Vrai? Ouais. Fait qu'on a trouvé un fournisseur de glace sèche, des isolants. Aux États-Unis, ça se faisait, fait qu'on s'est inspiré. Puis on a lancé notre e-commerce. Puis 4 mois plus tard, on passait au Dragon. Ouais. Puis ça a juste donné comme le gaz qu'il fallait pour partir notre e-com. Puis depuis, le e-com, c'est 35-40% de notre chiffre d'affaires. Fait que c'est quand même meaningful. Et c'est ce qui fuel tous mes efforts marketing. C'est ce qui me permet de faire du social media, des ads, tout ça. Ouais. C'est tellement important. Pour moi, je suis all-in e-commerce. Il n'y a pas de raison, en fait, que tu vendes des Tostitos ou de la pizza. Moi, je pense qu'il y a une spin e-commerce. Il faut juste la trouver. C'est-tu des pizzas avec des saveurs funky? Il faut trouver, je pense, une spin. Mais je pense que c'est super important ce que tu dis. Puis il y en a beaucoup que j'ai eu à Expo Manger Santé. Je posais la question, puis ils me disaient, non, nous, c'est vraiment juste retail. Puis c'est difficile. Puis même si c'est un produit qui est vraiment unique, si tu dépends de tellement de channels, de distribution, de marchandisage, d'être sûr que tu es là-bas, que tu es bien placé, qu'ils ne sont pas en rupture de stock, que l'être humain là-bas n'a pas fait une erreur, qu'il n'y en a plus ou que whatever. Fait e-commerce, c'est 100% en contrôle de tes choses. Ouais. Mais peut-être que ça vient avec un petit coup de plus pour avoir justement, comme tu as dit, de la glace sèche ou des choses. Mais si tu peux scaler là-dessus, t'es inarrêtable avec ça. Là. Je pense qu'il faut commencer avec ça. On parlait de cash flow aussi. Le cash flow e-commerce, c'est pas le même que retail. Cash flow retail est épouvantable. Fait que quand tu vas scaler une stratégie retail, tu vas toujours avoir besoin de cash. Parce qu'il faut que tu supportes des low blasts qui te payent en 60 jours, 90 jours. Il faut que tu supportes ton inventaire de packaging, de ci, de ça. Fait que e-commerce, tu te fais payer avant de livrer. Ça, c'est une des grosses raisons qui est non négligeable. Mais tu sais, moi, je regarde des brands qui ont vraiment eu beaucoup de succès aux États-Unis. Ils ont commencé online. Puis ensuite, ils ont été retail. Mettons, dans les 5 dernières années, là, c'est pas la totalité des succès, là, mais il y en a eu beaucoup que ça a été ça, la stratégie. J'ai mis le chum aussi de Sana. Je sais pas si tu connais, Emmerich, avec leur chocolat. Il y a beaucoup de gens qui vont vers tout ce qui est encore plus marché tôt, avril, très naturel. Puis tu vois, nous, c'est une erreur que nous, on a faite. Parce qu'on est plus naturel, puis on est plus ci, puis on est plus ça. Mais tu vois, la clientèle
n'est pas ma clientèle de boissons énergisantes. On l'a fait, le CHFA, puis ça, puis on s'est rendu compte que... T'as fait CHFA, ouais. Ouais, c'était génial, là, c'était incroyable, là. Mais le distributeur, le broker, tous ces gens-là... Mais c'est pas tant le... Je pense pas que c'est les ingrédients, c'est le, je pense que c'est le branding. Le branding, je pense que c'est le produit tout court. Parce que j'aurais un produit qui serait, mettons, comparons-nous à Guru ou whatever, que leur marketing, leur image et leurs ingrédients aussi est entièrement basé sur une énergie plus naturelle. Le message passe. Nous, c'est plus dans l'efficacité, dans la performance. Fait que j'en ai qui vont être intéressés, mais c'est sûr que ce sera pas... Je vendrai pas des milliers d'unités par jour chez Taux versus si je m'en vais chez Couche-Tard. Ouais. Ben, le branding, c'est ça, j'allais dire. Il est beau, il est super, mais il fait vraiment plus convenience store, puis gym. Puis, Fait qu'on sait juste... un moment donné, il faut juste être honnête aussi envers soi-même des fois, puis d'essayer des choses, c'est correct. Faut que tu l'essayes, puis faut que tu trouves ton bon canal. Nous, on a vendu dans des chaînes. Quand on a lancé aux États-Unis, on était comme... On ne sait pas où ça va marcher. Fait qu'on a lancé dans tout le monde qui nous ont dit oui. Puis on a eu des bons fails. J'ai envie d'en parler justement d'un bon fail. Moi, je trouve que j'adore le marketing de transparence qu'on a aujourd'hui avec les compagnies de plus en plus, de juste, hey, on a fait telle erreur, telle affaire. Comme, tu vois beaucoup les envers du décor d'une entreprise. Si je te pose la question aujourd'hui, comme c'est pas en direct, mais en plein podcast, la plus grande erreur que tu dirais que tu as faite, peut-être, puis ça peut être autant scraper une batch ou whatever, qu'est-ce que tu dirais qui, au cours des 10 années, a été une erreur marquante chez Yves? Ou toi-même? Ben, la pire, j'en ai jamais parlé, en fait, de celle-là. On n'a jamais reparlé. On aime ça. Ça a été quand même assez douloureux à processer, mais on a eu un rappel en 2022 de produits. Puis la raison, c'était qu'on avait développé une ligne de smoothie qu'on appelait fonctionnelle, dans le fond. Il y avait beaucoup d'ingrédients fonctionnels, comme par exemple... du ginseng, on utilisait de l'ashwagandha, puis on avait 3 fonctions. On avait un produit qui était énergie, un produit qui était immunité, puis un produit qui était zen, avec des trucs calmants comme l'ashwagandha. Tout est là-dedans. J'adore ça. Puis moi, c'était un moment où j'étais moins impliqué dans la compagnie. J'avais engagé beaucoup de personnes seniors, puis je m'étais dit, je vais les laisser opérer. Je m'étais retiré un peu. On venait d'avoir notre premier enfant aussi, fait que, tu sais, j'étais dans mon congé de paternité. Fait que dans le développement de produits, j'avais été moins impliqué. Puis, on n'a suivi aucune règle de développement de produits. Là, c'était notre premier gros lancement, puis on a fait toutes les erreurs possibles. Okay. On a utilisé des ingrédients qu'on ne pouvait pas utiliser, comme l'ashwagandha. Tu ne peux pas mettre ça dans un produit alimentaire. Il faut que tu aies un NPN. On a utilisé de la bête sureau, que tu n'as pas le droit d'utiliser dans un produit alimentaire. Puis en plus de ça, la bête sureau, quand tu l'utilises, il faut qu'elle soit cuite. Okay. T'en as-tu dans tes produits du sureau? Non. Puis nous, elle avait été achetée crue. Fait que quand le produit qui contenait la bête sureau a été lancé, les gens ont fait il y avait des gros mots de vente, des mots de cœur. Ça a duré comme... On a lancé le produit, 2 semaines après, on a commencé à avoir des messages. Puis on a comme fait « Oh my God ». Fait que là, on a fait le rappel des produits. Ça a été dans toutes les front pages. Ben, pas front page, mais tous les médias, outlets au Canada en ont parlé. On a eu une vague de commentaires, de hate, de tout ça. Ça a été quand même assez rough. Je pensais que j'étais sûr qu'on perdait la compagnie. À ce moment-là, dans ma tête, c'était terminé. Personne n'a été sévèrement malade. Là. Ça a été surtout des maux de ventre et tout ça, mais c'était vraiment... Tu veux pas ça, tu fais un produit pour que le monde se sente bien et qu'il soit en santé. Puis là, tu fais une erreur qui cause ça. Fait que ça a été vraiment, vraiment tough cette période-là. Le côté positif, parce qu'il y a toujours du positif, c'est que ça nous a appris comme à la dure comment développer un produit, puis c'est quoi les règles, puis tout ça. On était encore tôt dans notre vie d'entreprise, puis on n'avait pas de personnes expérimentées à l'interne. Fait qu'on a fait cette grosse bourde-là. Puis le côté positif, c'est que moi, j'ai vraiment vécu le deuil de perdre et vivre pendant les mois qui ont suivi. J'étais sûr que la compagnie ne survivrait pas. C'était comme... Je pensais pas qu'on pouvait recover d'un coup médiatique de même, mais finalement, tout le monde a passé à autre chose après 2 mois, tu sais. Parce que les cycles de nouvelles, puis tout ça, finalement, on a survécu. Mais moi, vu que j'avais vécu mon deuil, après ça, toutes les autres affaires qui sont arrivées depuis 2022, je les ai vécues avec beaucoup de détachement. OK. C'est comme un near-death experience. Mettons, tu meurs, puis tu vois le tunnel, puis t'es comme, OK, c'est ça, après la mort, tu te retrouves au paradis, c'est cool. Puis là, tu reviens dans ton corps, puis là, t'es comme, I guess que t'as moins peur de la mort après, tu sais. Fait que c'est un peu ça qu'on a vécu avec Evie, moi et ma femme. Okay. Fait que
Fait que depuis, on est beaucoup plus rigoureux. Le produit est vraiment, vraiment sa coche, toutes nos procédures. Puis en plus, on a gagné quand même un détachement que je considère moi, essentiel comme entrepreneur pour garder sa santé mentale. Là. J'aime ça. Ouais. Est-ce qu'on a vécu la même chose, nous? C'est vrai? En 2023. Dans le fond, on venait juste de lancer la version en canette. Mm-hmm. Puis dans le fond, mon supplément est approuvé NPN depuis 2021. Puis hautement efficace en ligne, c'est un best-seller, ça va bien. Puis on avait un consultant de Santé Canada, quelqu'un qui fait les... Ouais. Mais lui, il est expérimenté pour les NPN. Fait que quand on a dit hey, on veut faire un aliment supplémenté, il dit ben ça, c'est la même logistique. Ouais. Là. Il dit c'est un NPN. Qui tu fais juste la même formule en canette. Mais c'est vraiment un supplément, c'est NPN. Ça, c'est un aliment supplémenté. Fait qu'on avait fait la même chose, mais en canette. Tu as mis un ingrédient qui ne pouvait pas être dans un aliment. Plusieurs ouais, ingrédients. Plusieurs. 2-3 ingrédients, des nootropiques, justement, Ouais. que dans le supplément, all Pas de good, problème. mais pas là-dedans. Puis on était comme, ben, c'est pas cohérent. Là. Mon client, c'est le même. Puis... Mais ça, on était rendu dans 500 points de vente en quelques mois. Notre distributeur était vraiment in pour le produit. Les gens tripaient, les effets étaient là. Mais là, on a perdu tout d'un coup. Tout recommencer, tout détruire. Ça a été assez... Santé Canada qui vous a appelé? C'était la Santé Canada et la CIA. La CIA a débarqué puis on Ouais. fait comme vous n'avez pas le droit de... Ils ont dit, Ils ont devant nous, vous cassez les canettes une par une. On a tout Ouais, nous cassé, aussi, ça a été ça. Ouais. Fait que ça aussi, ça a été rough pour nous. Puis nous, encore aujourd'hui, ben, vu que c'est encore récent, quand tu fais des recherches sur Google, ben, tu sais, Santé Canada est encore dans les, Ouais. mettons, 7 à 8 premiers. Fait qu'on a encore des gens qui T'as-tu un rappel? Ouais, rappel complet. Ah ouais, hein? Ouais. Ils vous ont forcé un rappel? Ouais. OK. Fait que nous, ça nous affecte SEO. Mais il n'y a Quand- pas eu de personnes qui ont des... quoi que ce soit, là. Rien. C'était juste que, tu sais, c'est des ingrédients, des fois, qu'il faut que ça vienne avec un disclaimer. Même genre. pas, nous, Il y avait tout pas avait ça. été étudié pour Ok, ça, pour mettre ok. le disclaimer qu'il Yeah, fallait. OK. Mais c'était des ingrédients qui ne pouvaient pas être Mhm. dans une version aliment. Prêt à boire. On avait les disclaimers qu'on avait sur le supplément. OK. Fait que c'était juste comme, ben ça, t'as le droit, mais pas ça. Puis c'était un rappel T'as de été- classe t'as été- 1. Fait que c'était Ouais. dangereux. Ouais. Mais j'étais comme, ben là, vous nous affectez la business au complet. Là. Je dis, mon supplément, tu le dis sécuritaire, puis l'autre, tu le dis dangereux. Ouais, c'est là que tu perds quand même le contrôle. Ouais. Fait que ça a été rough niveau distribution, ça a été rough niveau boutique. Mais tu vois, on est sur un momentum. T'avais-tu des assurances? Non, pas de ce Non. côté-là. Ok. Non. Fait qu'encore là, c'est des belles Fait que apprentissages tu l'as qu'on tout a eu. mangé. Ouais, ça va. Wow. Mais on était petits encore. Ouais. Ce que plus fait mal, c'est le côté distribution, c'est la perte de confiance de repartir, certains. ouais. De repartir. Parce qu'en termes d'unités, on parle de plusieurs dizaines de milliers de dollars de perdus, mais pas je suis nationwide. Puis, Ouais. c'est un bon timing malgré tout. Ouais. Puis ça me donnait la claque pour relancer de la bonne façon. Puis là, tu vois, ça va excessivement bien. Fait que. Mais ouais, on a dû l'apprendre. On parlait des États-Unis, justement. Mhm. J'ai envie qu'on parle de ça. Depuis 2021 que vous êtes aux États-Unis, tu disais à Max, justement, que c'était quelque chose qui bouffe beaucoup de liquidité de Mhm. commencer comme ça. Tu disais accepter un petit peu tout le monde à gauche, à droite. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par Ouais, là? ça a été beaucoup d'apprentissage. Tu sais, je pense que c'est le rêve américain pour toutes les compagnies canadiennes, là, tu sais, parce que c'est un marché qui est 10 fois plus gros. Puis c'était notre rêve, nous, dans le fond, de faire une marque qui était Canada et États-Unis. Fait que Ok. dès que le Canada commençait à être en bonne position, on était dans toutes les épiceries pas mal, ben on a dit, bon, let's go, on y va aux États-Unis. Fait qu'on a levé des fonds pour y aller. On savait que ça coûtait cher. J'avais parlé à du monde qui avait réussi, d'autres qui n'avaient pas réussi. Ok. Puis on a dit, on va faire une stratégie assez locale. Tu sais, on va commencer dans le nord-est, tu sais, New York, Philadelphie, Boston, tout ça, pour vraiment focuser sur un territoire comme on l'avait fait au Québec. Ok. Sauf que là, quand que j'ai commencé à faire mon démarchage là-bas, ben d'un, c'était le COVID, on était en 2020, fait que je pouvais pas vraiment voyager, fait que c'était tout cold call, tout ça, essayer de trouver des partenaires. Puis j'ai trouvé un petit distributeur qui était prêt à prendre mes produits, fait qu'on on a livré une palette, mais ça allait nulle part. Là. Tu sais, après 6 mois, j'avais comme 4 magasins, tu sais, marche j'étais comme, cette stratégie-là fonctionne pas de régional. Fait que là, on a commencé, j'ai embauché une VP vente qui connaissait le marché États-Unis. Puis elle m'a dit, regarde, Dom, c'est comme ça qu'il faut le faire. Fait qu'on a, là, on a été listé le produit chez les gros distributeurs, UNFI, Kehi. Ouais. Puis là, on a commencé à présenter à tout le monde. On était comme, il faut bâtir un peu de volume pour que ça vaille la peine. Fait qu'on va essayer de trouver un client. Fait qu'au lieu d'avoir une stratégie régionale, on va avoir une stratégie de client. Essayer de lander genre un gros joueur. Il y a plein de boutiques. Là, puis- Ouais. Fait que ça a fonctionné. On était, comme je te disais tantôt, unique. Tu sais, notre produit est unique. Fait qu'on a eu des confirmations vraiment beaucoup là, dans la première année. Target, Kroger, Meijer, qui est une chaîne dans le Midwest, toute la première année. Fait que là, on a commencé à avoir beaucoup de volume, mais
ça a coûté beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent parce que ces détaillants-là, des fois, ils ont des listing fees à coût de 75 000. Faut que tu fasses des promotions avec eux. Fait que là, on ouvrait aussi des warehouses un peu partout pour acheminer le produit. Fait que la stratégie régionale est devenue stratégie go big or go home, genre, en l'espace de comme 6 mois. Puis je regrette pas parce qu'il fallait partir quelque part, mais ça a coûté beaucoup d'argent, des millions. Là. On avait les liquidités pour le faire, mais ça a coûté plus cher. Fait que ça nous a mis dans un crunch financier là, pendant quand même 2 ans. Là. Puis là, on a bâti assez de volume, on a restructuré un peu nos États-Unis, on a coupé certaines régions, tout ça. Puis là ça commence à se tenir. On perd un peu d'argent cette année sur les États-Unis, mais on approche du break-even. Fait que c'est encore mon Canada qui le supporte. Là. OK. Mais c'est aussi quand même important à mentionner. Il y a beaucoup de gens qui le voient tout le temps comme si tout le temps tu sois à 100% positif dans tout. Mais quand tu as un bon contrôle de tes chiffres puis que tu comprends que tu es positif là, puis ça supporte un qui est en croissance, que ça va finir par être ça. Je pense que c'est un peu ça la vision que tu avais peut-être pour les États-Unis à ce moment-là. 100%. Je pense que quand on a commencé, le Canada n'était pas assez profitable. Là, aujourd'hui, il l'est beaucoup. Fait qu'on est capable de plus le supporter. J'ai lancé un peu trop tôt. Mettons, à refaire, on aurait dû solidifier encore un peu plus le Canada, être un peu plus prêt. Mais la stratégie de lancer, you never know. Tu lances des nouilles sur le mur puis tu regardes qu'est-ce qui colle. Right? Fait que la stratégie régionale aurait pu marcher. Pour moi, dans mon produit, ça a été plus compliqué versus une stratégie nationale. Mais j'ai d'autres collègues et entrepreneurs que eux, la stratégie régionale, ça marche puis c'est beaucoup moins capital intensive. Fait que, ouais. À suivre, hein? À suivre. Est-ce que tu dirais, je te pose la question avant qu'on fasse une petite pause, j'ai envie de savoir, est-ce que c'est possible selon toi qu'une entreprise soit uniquement et entièrement Canada? Ouais. Qu'on vise pas ailleurs. Puis là, je te parle même en termes d'objectifs financiers. Comme si tu viable une dans compagnie. L'alimentaire? Ouais, restons-nous dans l'alimentaire. C'est le sujet de notre podcast aujourd'hui. C'est-tu viable? Ouais, 100%. C'est juste que ça va caper un certain niveau. Okay. Mais tu sais, moi, je regarde, si on était juste au Canada, on serait quand même très profitable. Puis là, ça amène une autre dynamique de dire, ben OK, mais comment qu'on peut croître de bord? Par acquisition? Peut-être qu'on achète des trucs, on va dans le beverage, peut-être qu'on utilise notre force marketing et vente pour acheter une compagnie qui fait je sais pas moi, de la plant-based meat frozen. Fait qu'il y aurait d'autres stratégies pour bâtir un portfolio que c'est complètement différent, mais dans le fond, t'es pas capé de croître ever. Fait que, puis j'ai un ami qui est dans le breuvage, qui est juste au Canada, puis ils font au-dessus de 20 millions de chiffre d'affaires, très profitable. Puis eux, la stratégie, c'est ça, un petit peu plus des acquisitions. Fait que, Je trouve ça bien, je trouve ça intéressant de voir ça, puis j'étais moins au courant un petit peu de ça quand j'ai reçu Salvatore dernièrement pour la deuxième fois. Elisabeth est venue, puis on en parlait que maintenant, une fois que tu as capé ce que tu pouvais avoir, tu es au top de la quantité de restaurants qu'eux autres ils voulaient, ben, c'est quoi la stratégie pour augmenter si c'est pas d'aller dans les autres provinces ou whatever? Ben, c'est des acquisitions, puis tu l'as dit, c'est super intéressant. Puis dirais-tu qu'une fois que tu as justement ces fameux contacts-là de distribution, ces portes d'entrée-là un peu après, ben, techniquement, c'est un rinse and repeat process. Tu achètes autre chose, peut-être qu'ils ont déjà une certaine force qui est cool. Dans le congelé, tu dois rester dans le congelé, je pense. Okay. Dans le frais, tu dois rester dans le frais. Dans le sec, tu dois rester dans le frais. Dans le sec, c'est pas une règle absolue ce que je dis, là, mais on l'a regardé, nous, là, d'aller dans le frais ou dans le sec. Puis c'est d'autres acheteurs, c'est un autre réseau logistique. Okay. Tu peux pas créer de synergie avec tes camions. Okay. Fait qu'idéalement, tu deviens le king du congelé, mettons, ou le king du sec, ou le king du frais. Là, okay. Mais c'est intéressant. Mais c'est un bon conseil. Parce que comme tu l'as dit, tu réussis à avoir des contacts, puis des portes, puis de la confiance de ces gens-là. Puis quand tu te fais rentrer... Mes amis de Boba aussi, on en parlait dernièrement, c'est un petit peu ça leur modèle d'affaires aussi. Là. Lancer une compagnie, ça réussit, ils ont des bons contacts, ben, ils peuvent en lancer d'autres parce qu'ils ont ce trust-là dans les certaines grandes chaînes. Où, ben oui, sauf des années. Ouais. C'est intéressant. Prenons une petite pause parce que bon, j'ai su que tu n'es pas un fidèle auditeur du podcast, fait que tu sais pas c'est quoi les cadeaux qu'on donne à nos invités. Puis moi, j'adore ça quand c'est le cas. Tu viens te demander pour ton logo. Mon logo? Est-ce que tu t'en souviens? Oui, c'est vrai. Ton logo. On a un de nos sponsors du podcast qui fait du gear pour nos invités. Fait que tu as un magnifique sac Nike ici, ils vivent. Mais si tu veux qu'on prenne une petite minute pour l'ouvrir, parce que tu vois, il est quand même lourd, il n'y a vraiment pas juste ça à l'intérieur. Ben voyons donc. Fait que ouvre ça pendant que je continue à faire mon animateur. Ben oui. C'est gentil. Quand tu viens sur le podcast ordinaire, tu pars avec des cadeaux, of course. Brodé.
My God. Toutes brodées. C'est nos amis de 40 Uniform qui sponsorisent le podcast. Puis ils sont assez sharp dans ce qu'ils font à l'intérieur. Avec un petit tote bag, un gros hoodie. My God. Ouais, tu manques pas de stock. Hein? Ouais. C'est génial. Hey, on fait quand même beaucoup de merch pour Evive. Belle la couleur en plus. Souvent pour Noël, on donne du gear. Puis c'est drôle parce que c'est vraiment beau. Parce que on donne beaucoup de linge à nos employés. Souvent dans le temps de Noël. Puis le monde, on porte ça tout le temps. Ah oui, Ouais. c'est sûr. Moi, je trouve que c'est le meilleur marketing que tu Ouais. peux avoir. Puis quand c'est du beau gear en plus. Fait qu'on remercie énormément nos amis de merci 40 beaucoup. Uniform Ouais. qui ont fait ça aujourd'hui. Si vous aussi à la maison, vous aimeriez C'est peut-être génial. aller vous chercher, je sais pas, des vêtements personnalisés pour votre compagnie ou autre. Même ça peut être pour vous aussi, votre petite compagnie de linge que vous voulez lancer. 40.ca, le code SAM10, ça vous donne un 10$ de rabais. Vous irez voir ça. Merci beaucoup à 40 de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. Revenons un petit peu plus à toi personnellement. J'ai envie de savoir un petit peu. On a parlé là, de stratégie d'acquisition, si ça, papa de 2 enfants. Est-ce que de ton côté, tu es une personne qui dirait qu'il voit la fin de ce que tu fais en tant qu'entrepreneur ou tu es un forever hungry qui veut manger, qui en veut plus? Est-ce que tu penses déjà à d'autres projets, à d'autres business ou je te pose ça comme. C'est une bonne question. Ouais, j'ai envie de savoir. Forever hungry, mais je Ok. pense que ça va évoluer au fil de ma vie puis des étapes de ma vie. Mais, tu sais, quand j'ai commencé, vivre, c'était vraiment tough les premières années. Puis dans ma tête et avec ma femme, c'était comme, on fait ça 5 ans, puis après ça va nous sécuriser financièrement. Puis après ça, on va aller genre chiller. Ouais. Ouais, c'est bien. C'était ça, toi aussi? Les premières années? Moi, j'ai tout le temps été vraiment, vraiment intense. OK. Puis moi, j'ai de la misère à me concentrer sur une chose à la fois, qui est un gros défaut, qui est bien et mal à la fois. Ouais. Moi, je suis tout le temps dans trop de projets en même temps. Mm. Tu sais, je suis en podcast aujourd'hui, mais tu sais, j'ai ça à rouler. Là. Ouais. Mais les connexions qu'on fait, les choses, je pense que j'ai réussi à trouver des choses qui me passionnent, qui font avancer l'ensemble de ce que moi je veux dans la vie. Mais dans le passé, là, j'étais dropshipping là, e-commerce Ouais. là, travailler pour un C'est resto un là. style comme- d'entrepreneur, ça, Ouais. qui est capable de faire 3-4 projets Ouais. en même temps. Avec les enfants, tu sais qu'est-ce que ça fait en plus. Ouais. Fait qu'on va être super dad, super entrepreneur, Ouais. super tout. Fait que les années, tu t'en rends compte à un moment Ouais. donné que tu as un nombre d'heures maximum dans une journée. Moi, j'ai Fait que essayé toi? de faire plusieurs projets en même temps, puis c'est vraiment... Mon cerveau fonctionne pas comme ça. Je suis Ok. incapable. J'ai pas de fun. Fait que là, c'est moi, c'est clair, c'est un projet à la fois. OK. Et vivre va peut-être être pour une grande partie de ma vie. Je suis ouvert à cette idée-là. Si ça reste toujours excitant, puis que ça grossit, puis qu'on développe. Tu sais, moi, ce qui m'intéresse, c'est de bâtir des choses. Ouais. Tu sais, le moment où que ça vient comme flat, ou tu sais, c'est comme 5% de croissance, ou qu'est-ce qu'on fait cette année, Ouais. on va rajouter une saveur, ou comme... Quand ça vient là, moi, c'est comme... C'est sûr t'intéresse que pas. c'est sûr que je peux pas être là. OK. Mais là, en ce moment, j'ai les 2 mains sur le volant, fait que ça va à la vitesse que moi, je veux bien aller. Après ça, pour le reste de ma vie, tu sais, je me vois dans l'alimentaire. J'adore l'alimentaire. Je trouve qu'il y a beaucoup à faire. On est comme à l'âge de la préhistoire, là, tu sais. En ce moment, quand Ouais. tu regardes, tu sais, les épiceries, c'est 70% de produits ultra transformés. Ouais. Les gens ont beaucoup de choix, mais peu de choix qui sont réellement santé pour plein de raisons. Puis on peut diver là-dedans, mais je pense qu'on va vivre une révolution dans les prochaines années. Puis j'aimerais ça en faire partie Ouais. avec Evive et d'autres projets. Puis une autre affaire, un volet plus tard dans ma vie que j'aimerais faire, c'est un centre de retraite bien-être en Estrie. Puis là, ça serait le retour d'un projet commun avec ma femme OK. sous une autre forme. Très cool. Plus tard. Ouais. Très, très Un- cool. Qui serait un autre beat, là, on s'entend, c'est plus dans le service, dans le caring, moins genre, OK, on scale ça. Ouais, moi, un peu plus posé. Un peu Plus comme, genre, on fait la meilleure expérience Ouais. tu sais, au monde que de dire on en vend au plus de gens possible. Ouais. Ok. Tu disais comme ça en ce moment que tu as les 2 mains sur le volant. On parlait tantôt que tu avais délégué beaucoup, rentré une nouvelle personne, puis que ça n'avait pas nécessairement été bien sur le coup à cause justement des développements de produits ou autres. Comment est-ce que tu réussis à contrôler comme ça une croissance qui est comme de passer à couper tes glaçons toi-même, à tout d'un coup avoir plein d'autres personnes externes, des fois sûrement même plus qualifiées que toi pour certaines décisions, puis de justement les back un peu. Je te dis ça en aucune connaissance, je suis pas rendu là avec mon entreprise, ni même mes autres business, c'est pas, ça n'a jamais été ça. Comment est-ce que tu vis toi avec tout ça, puis peut-être tu as un inconfort ou un méga confort, comme la délégation en premier lieu, mais aussi atteindre un certain niveau où tu le sais que même quand tu n'es pas là, il y a des choses puis des décisions qui ont de l'impact qui se passent. Comment que tu vis avec tout ça? Ben, je pense que quand tu bâtis ta première entreprise, tu te découvres hein, comme humain, comme gestionnaire, Ouais. comme leader. Fait que moi, j'ai fait un peu ce chemin-là, tu sais, de découvrir c'est quoi
que j'aime faire, c'est où que je suis bon, c'est où que je suis moins bon. Fait que j'ai vécu toutes ces choses-là. Les premières années, tu fais tout, tu as une petite équipe, on était comme 6-7, il n'y a pas de hiérarchie, tout le monde a le couteau entre les dents, Ouais. c'est génial, c'est des belles années. Ensuite de ça, quand on a grossi, ben là, tu commences à avoir des gestionnaires, middle managers, des directeurs, tout ça. Puis là, moi, ce que je pensais, c'était qu'il fallait que j'embauche des gens, ben c'est pas faux, là, mais des gens meilleurs que moi dans certaines sphères, opérations, finances, et les laisser opérer. Fait que j'ai eu un an et demi, 2 ans où je me suis comme retiré, puis je te parlais un petit peu tantôt, là. Je me suis comme retiré, puis j'ai dit comme, vous êtes des experts, tout était dans telle grosse firme, roulez ça, tu sais. Puis là, j'ai perdu un peu mes points de contact avec la business. C'était une mauvaise décision. Puis je comprenais mal mon rôle, en fait, à ce moment-là. Parce que oui, il faut que tu les laisses opérer dans leur univers, mais il faut que tu sois les mains dans tous les engrenages pareils de ta business. Oui. Puis je ne l'étais plus du tout. Fait qu'on a commencé à faire beaucoup, beaucoup d'erreurs. Les choses se parlaient pas. Puis tu sais, des gestionnaires d'expérience ont besoin de beaucoup de ressources souvent pour être performants. Ils ont besoin des grosses équipes, tout ça, parce que quand tu as 25 ans de carrière, tu peux pas genre tout faire, puis faire le post de réseaux sociaux, puis faire le ci, puis le ça. Fait que j'ai besoin d'une personne en emailing, j'ai besoin d'une personne en social media. Fait que mes équipes ont commencé à exploser. Puis moi, j'étais comme, ils doivent savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin. Fait que oui. Fait que les équipes ont beaucoup grossi. Puis ça nous a mis dans un pétrin quand même monumental, parce qu'on était beaucoup trop gros en termes de team size. Puis là, c'était très dysfonctionnel, puis ça. Fait que j'ai pas été du tout un bon CEO dans ces années-là. Okay. Ensuite de ça, on a resizé, on est revenu à une taille qui était cohérente. Là, on est 20 employés, beaucoup moins de layers, puis tout ça. Et là, je comprends mieux mon rôle, tu sais. Moi, je suis pas un gestionnaire, je suis vraiment un entrepreneur. Moi, c'est les idées, la création de contenu, l'innovation, les ventes. Ça, day in, day out, je peux amener de la valeur là-dedans. Mais de gérer un tableau de KPI, puis de faire mes weekly meetings, puis mes quarterly meetings, puis mes ci, puis mes ça, c'est pas ma force. Okay. Fait que en ce moment, j'ai comme un bras droit, si tu veux, dans la compagnie, que lui, il a plus de ce genre de cerveau-là, puis de skill set-là. Fait que lui, c'est plus un gestionnaire, mettons. Et moi, je veux rester l'entrepreneur. Mais ça me parle, parce que je sais que quand tu commences, des fois, tu dois endosser tous les rôles. Ouais. Puis tranquillement, pas vite, tu sais, certains rôles clés pour la croissance, c'est là que tu vas avoir tes premiers employés. Mais j'aime ça, comment tu t'es décrit par rapport à être davantage un entrepreneur qu'un gestionnaire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent les deux. Il y a 3 types. Il y a le créatif, l'entrepreneur, puis le gestionnaire. Okay. Le créatif, c'est l'artiste, ou je pense qu'il l'appelle. Ben, ça, c'est la personne qui va... Ben, c'est ça, qui va être plus artistique, qui va avoir des idées. Elle va souvent dans des business de linge, de choses. Ils vont faire des lignées, des collections, puis tout ça. Cette personne-là a un peu le même challenge que l'entrepreneur. Souvent, elle a besoin d'un bras droit, d'opération. Là. Puis l'entrepreneur, moins artistique, mais plein d'idées, puis très business, très vente. Ouais, ça me parle beaucoup, ça. T'es entrepreneur, toi. Définitivement. Ouais. Je te dirais que je m'improvise gestionnaire dans où est-ce qu'on est encore une fois dans l'entreprise pour le moment. Mais je me rends compte de plus en plus où est-ce que je pense être un bon leader positif, mais je suis pas nécessairement quelqu'un qui aime prendre les décisions. J'aime l'action. J'aime passer à l'action, j'aime faire les choses, mais j'aime pas nécessairement, comme tu l'as dit, les meetings, les trucs, tu sais, tout cordé. Puis moi, c'est moins ça aussi. Je suis beaucoup dans la création. On dirait que moi, je pourrais lancer 1001 business, mais les laisser par quelqu'un qui pourrait opérer. Parce que tous les jours, j'ai des idées, puis je dois m'arrêter. Ouais. Comme je te l'ai dit tantôt, mon type, c'est de vouloir faire trop de choses en même temps. Fait que ça, c'est des affaires qui... j'ai telle idée, mais arrête, t'as pas de temps dans une journée. Le frein, ouais. Vraiment. Mais avec tes équipes aussi, moi, je suis moins intense que toi, je pense. J'ai moins d'idées probablement que toi, mais j'en ai beaucoup. Puis maintenant, l'équipe, elle me connaît, puis ils sont capables de dire comme non, Dom. C'est correct. C'est un défocus. C'est comme, on pourra le regarder dans 2 mois, là, tu sais, mec, on a livré tout ça. Fait que ça l'aide d'avoir une équipe ça fait 2, 3, 4 ans qu'on travaille ensemble. Ouais. Qui dit ouais, mais non. Parce qu'au début, tu sais, puis t'es peut-être là, je sais pas, mais t'engages tes premiers employés, puis c'est sûr qu'ils vont être comme oui, Sam, tu sais. Toi, t'arrives, t'es comme finalement, on fait pas ça, on fait ça, puis là, t'es tout le temps en train de tout le temps changer, puis les employés sont comme oui, Sam. Puis à un moment donné, ça devient genre, eux sont tout perdus, tu sais. On est là-dedans. OK. On t'appelle là-dedans. On se découvre beaucoup aussi. Vous allez apprendre à vous connaître. Puis, comme on l'a dit, on est très e-commerce driven à la base. Fait qu'en ce moment, le manque d'expérience de retail paraît énormément au sein de l'entreprise.
mais c'est des belles découvertes, puis c'est le fun. Mais en même temps, là, on commence à s'entourer de d'autres personnes surqualifiées dans ces domaines-là parce que je suis un éternel pressé, puis je ne vais pas perdre 2 ans, 3 ans. Puis peut-être que c'est des affaires que tu as faites toi, d'essayer par toi-même de faire des choses qui, au final... Aux États-Unis, je t'allais compter un peu. Ouais. Le moment où j'ai embauché ma VP Vente qui est encore avec nous, ça l'a tout débloqué, Bon. tu sais. Fait qu'à un moment donné, l'investissement vaut la peine de ce côté-là, puis tu débloques des choses que tout seul, ben peut-être même que tu y arriveras jamais. Là. On est positif dans la vie, là, mais comme ça se peut aussi qu'à un moment donné, il y a des facteurs externes, des choses que tu dis, hey, je veux être nationwide dans tous les magasins, pis ça, ben, t'as peut-être pas qu'est-ce qu'il faut pour ça. Puis moi, je pense pas que j'ai ce qu'il faut pour ça. Puis je suis juste honnête envers moi-même, comme moi, demain, dis-moi, Sam, je m'occupe de tout ce qui est retail, pis ça, puis je vais faire comme go. Moi, je vais double focus sur le online, création de contenu, e-commerce. Ça me parle. Mais ce qui est Ça me vraiment drive. tough, c'est de faire les deux. Puis nous, on n'a jamais bien fait les deux. OK. Parce que si tu es une business e-com, surtout aujourd'hui, surtout comment c'est compétitif, il faut que tu sois excellent, puis que tu sois on the edge des trucs. Il faut que tu fasses du podcasting, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Puis là, moi, je suis en train de focuser beaucoup mon temps là-dessus parce que je sais qu'il faut que je devienne excellent en e-com. Mais d'être excellent en e-com puis excellent en retail, pour une petite business, c'est tellement un gros mandat. Là. Il y en a très peu qui le font bien parce que les deux sont immensément compétitifs. Puis il y a des teams pareils comme toi qui se focusent juste là-dessus. Ouais. Fait que C'est tellement différent. Ouais. Mais en même tu temps, vises c'est full important de faire les deux. Ouais. Fait que c'est ça le défi. moi, en e-com, tu sais, là, je parle aux clients. Là. Ouais. Je parle à une personne à la fois, tu sais, qui est pas vrai. J'en parle à 100 000 là, sur TikTok ou whatever. Mais on se parle en tant que B2C. Le B2B, c'est un peu moins ma tasse de thé, pour être franc. Je suis un gars très casual, on a du plaisir ensemble. Puis des fois, il y a encore des monsieur cravate ou des gens d'un certain âge, ou des gens de 40 ans d'expérience, que tu sais, c'est un peu plus formel ou ça. Puis ils ont tellement de demandes. Puis ils ont tellement, tu sais, le consommateur est sûr... il ne voit que des pubs et des choses, mais si ton produit puis ta personnalité se démarque un peu, tu as une bonne chance de l'avoir. Le Ouais. B2B, il y en a vu d'autres. Ben, tu sais, idéalement, tu te ramasses à casser de notoriété en ligne comme genre Prime Drink que genre ou Mr. Beast. Ouais. Que c'est comme le gars, il a aucune idée comment ça marche. Là, tu sais. Il y a des réseaux de brokers, puis les retailers, ils line up pour le lancer. Là, tu sais. Ouais. Même ce que Olivier Primo a fait ou autre, Ouais. je veux dire, encore une fois, tu sais, on le voit, ses qualités, puis comment il se développe, puis l'équipe qu'il a. Mais quand tu as un énorme nom qui est attaché à quelque chose, si tout le monde te connaît... B2B devient beaucoup plus simple. I Beaucoup guess. plus simple. Ouais. C'est sur ça qu'on travaille. Ouais. En couple, en affaires, on a parlé très rapidement, mais comment que toi a été ton expérience avec tout ça? Puis j'aime tout le temps ça d'être, t'es pas le premier couple en affaires que j'ai reçu sur le podcast. Moi et ma femme, c'est impossible. Moi, on le dit, puis c'est clair, net et précis. On a plein de qualités de couple ensemble, mais pas en business. Ouais. Fait que do your thing, I'm doing my thing. Ouais. Vous autres, vous l'avez fait depuis le début ensemble. Et tu vois en relation déjà depuis longtemps? Ouais, depuis, on est comme 5-6 ans qu'on est ensemble. On a commencé, Ça fait 10 ans. Fait que Ouais, on a commencé à 18 ans, puis on a 33, fait que ça fait 15 ans. Ouais. quand même assez... Ouais. Très cool. C'était très, très cool. Comment ça a été au niveau business? Est-ce que ça a amené certains challenges? Est-ce que vous aviez rapidement chacun vos rôles? Est-ce qu'il y avait un respect d'une certaine façon que, je sais pas, le soir, hein, on parle plus de business, on parle d'autre chose. Comment a été ton expérience? Ben, la vingtaine, on n'avait pas d'enfants, right? Fait que c'était ça notre vie. On avait même plus trop d'amis, là, parce que tu fais juste ça. Ouais. Fait que c'était correct d'en parler constamment. Fait que ces années-là, tu sais, de 24 à 30, là, mettons, les 6 premières années, c'était juste le centre de notre vie, puis c'était bien correct. Puis oui, on avait chacun notre area of expertise. Elle était marketing, brand, les démos, les événements, tout ça. Puis moi, j'étais production, finance, opération, vente, B2B. Fait que ça a tout le temps bien fonctionné. Puis on a 2 personnalités qui sont très compatibles. T'sais, on se chicane pas, mettons, dans notre vie de tous les jours. Là. Puis l'autre pan, je pense, qui fonctionnait dans notre sens, c'est que Claude voulait pas être entrepreneur. C'est pas ça son but d'envie d'avoir une entreprise. C'est une fille qui est très mission-driven, comme elle veut passer son temps à faire des trucs qui ont de l'impact. Fait qu'Evive, c'était vraiment ça. Là, c'était vraiment d'amener quelque chose de super santé pour les gens. C'était ça le but. Okay.
Moi, c'était plus l'entrepreneuriat, bâtir, croissance, tout ça. Fait que j'imagine un couple que les deux sont très axés vers, mettons, le leadership puis l'entrepreneuriat. Mais là, c'est comme deux chefs dans la cuisine, peut-être. Nous, c'était pas ça. Chloé, elle était la chef du brand puis tout ce qui était créatif. Puis moi, je m'occupais vraiment du reste, puis de la vision de l'entreprise. Fait que ça a tout le temps bien fonctionné. Même que là, je m'ennuie un petit peu de ma partner parce que là, elle est à la maison avec les enfants. C'est la bonne chose à faire pour nos enfants, pour notre famille, tout ça. Mais là, je me retrouve un peu solopreneur. Fait que c'est quand même un changement que je vis en ce moment. C'est solopreneur, mais avec une équipe quand même de 20. Avec une équipe, ouais. Mais je comprends ton thinking dans tout ça quand même, de dire... Tu as tout le temps été avec ta partenaire directement, puis là, tout d'un coup, t'es comme... Ouais. Puis, prochaine business, prochaine business, j'aimerais ça retrouver un partenariat. OK. Elle, je sais que, à moins que ce soit le centre de retraite là, que je te parlais, ça, c'est sûr que oui. Mais de repartir un autre business comme de CPG, elle n'en ferait pas. Ouais. OK. Le pire, c'est que j'aime ça parce que toi, t'as juste une bonne expérience de partenariat, fait que t'es ultra open à avoir des partenariats. Puis tout le monde à qui je parle, puis moi-même d'expérience passée, tu te dis... T'en as-tu, toi? Moi, j'ai des partenaires, mais plus, appelons-les silencieux. Fait que des gens plus qui ont des bonnes poches, puis on s'entend bien dans ce qu'on fait. Mais en général, c'est plus moi qui est le showman, si on comme ça. Mais j'ai eu dans ces partenariats qui ne fonctionnaient pas pantoute, puis que comme on a dû faire un rachat le plus rapidement possible. Puis des fois, c'est des amitiés qui se brisent, puis des choses. Fait que c'est amitié, business. Ça, je ne l'ai pas vécu. Fait que je serais à risque de tomber dans du wishful thinking que tout va être parfait. Tu sais. Ouais, mais tu viens quand même avec ton bagage, de tellement donné une expérience qui, comme je pense, va être excessivement utile. Si tu trouves quelqu'un de peut-être, je dis pas nécessairement au même stade, mais tant mieux si tu as un plus haut stade. Mais peut-être que c'est le contraire, quelqu'un qui est à un moins haut stade, là, ça peut être dommageable pour toi rapidement parce que comme tu, je vais dire le plus rock ça sort, tu t'affectes rapidement de la médiocrité des autres. Comme si tu penses que les gens travaillent autant que toi ou autre, puis que finalement ils le font pas ou ça. Comme moi, en tout cas, ça a été ça mon expérience. Ça venait me bouffer énormément quand tu sais qu'une personne est dans un actionnariat comme toi, qui n'est pas nécessairement un employé que tu peux dire, tu sais, bye, ça fonctionne pas. Fait que moi, j'ai trouvé ça difficile. Ça doit être rushant. Mais je te souhaite le meilleur pour ça aussi. Question au niveau tarif, est-ce que de ce côté, tout ce qui se passe aux États-Unis, Canada, est-ce que ça t'impacte le moindrement du monde en ce moment? Je pense que ça va impacter tout le monde. Ouais. Mais là, on est good. Tant mieux. Ça a été rock'n'roll. Comme on est arrivé en janvier, puis on pensait que c'était une joke. Là, on pensait que ça n'aurait pas lieu. Finalement, février, il y en avait. Finalement, 2 jours après, il n'y en avait plus. Mars, il y en avait plus. Puis moi, j'étais en salon en Californie début mars. Ouais. Les tarifs ont fessé le mardi. Mon salon commençait le mercredi. Puis là, j'étais en salon aux États-Unis. Fait que, tu sais, tout le monde parlait de ça. Là, c'était comme, ben là, allez-vous continuer de vendre? Vous êtes là. Mais il y avait vraiment une belle solidarité des Américains, honnêtement. Là. Tous les Américains que j'ai rencontrés étaient super solidaires. Ils étaient comme, on espère que ça n'aura pas lieu. Tu sais, dans l'univers santé, food, États-Unis, là, tu sais, les gens étaient très, très pro-Canada. Puis finalement, les tarifs ont retombé pendant le salon 1 jour plus tard. Fait que c'était une montagne russe. Le bon côté de tout ça, là, c'est qu'à un moment donné, après un mois ou deux de montagne russe, on a commencé à y croire vraiment. Là. On était comme, à l'intérieur, on était comme, regarde, convaincu que ça allait se passer. Fait qu'on a tout planifié en conséquence. Si les tarifs avaient fessé en février, on aurait vraiment été dans le trou parce qu'il n'y avait rien de prêt. Okay. Fait que les affaires qu'on a faites, c'est qu'on a incorporé aux États-Unis. Puis on vend entre Evive Canada et Evive US notre stock. Notre compagnie aux États-Unis, c'est juste une coquille au Delaware. Ouais. Mais quand on vend notre stock à cette coquille-là, après ça, la revend. Fait que le profit va être réalisé aux États-Unis. Puis ça fait que quand tu passes les douanes, la valeur de ton produit est plus basse. Okay. Fait qu'au lieu d'être 25% qui nous frappait, c'était genre 16%. Fait que ça, c'est une stratégie qu'on a été advised de faire. Fait que si on est prêt, c'est plus 25, c'est 16. Là, le taux de change aussi a débalancé un peu. Ouais. Fait qu'on regagnait un petit peu là-dessus. Puis la troisième affaire qu'on a fait, c'est on a augmenté nos prix aux États-Unis. On était comme, il faut se protéger. Fait qu'on va voir ce que ça va donner en termes de nos ventes. Mais on pense que ça va pas être si près parce que tout est en train un peu de monter. Okay. Fait qu'en tout et pour tout, on était prêts à absorber les tarifs. Là, si les tarifs n'ont pas lieu, dans le fond, nous, on a toutes ces choses-là, ces optimisations-là qu'on a fait. Donc, on va faire plus d'argent, dans le fond. Okay. Fait que c'est un cadeau que M. Trump nous a fait. Au final, de votre côté. Dirais-tu, c'est sûr que vous étiez déjà bien implémenté ici au Canada, mais dirais-tu qu'il y a eu
un avantage niveau canadien, niveau Québec, à ce fameux Made in Québec, Made in Canada? As-tu vu déjà un impact Vraiment, de ce côté-là? vraiment, Ouais. vraiment. Puis moi, je pense qu'on avait besoin de ça. Tu sais, ça fait 10 ans qu'on est dans l'industrie, puis il n'y avait pas beaucoup de fierté canadienne dans l'industrie. Je ne connais pas les autres industries, mais tu sais, quand on présentait aux détaillants, tout ça, il n'y avait pas beaucoup de poids qui était mis sur Made in Canada. Ça s'était perdu, je trouve. C'est très perdu. Ouais. Puis, tu sais, avec une grande chaîne que je nommerai pas, tu sais, ça fait des années qu'on essaie de rentrer. OK. Puis là, ça l'a débloqué. OK. Ça a débloqué au moment où les tarifs sont arrivés. J'ai envoyé un email, ça s'est réalisé. Fait que le Made in Canada, je pense qu'il était vraiment dû pour arriver. Parce que c'est bon pour tout le monde, c'est bon pour l'économie, c'est bon pour les salaires, on crée de la valeur, de la richesse ici. Puis ça rend tes compagnies ici plus compétitives, tu sais, de se faire supporter par les détaillants versus des joueurs outre-mer. Ouais. Je suis d'accord. C'est ce qu'on vit un petit peu de notre Ouais, côté hein? aussi en ce moment. On Toi le aussi. voit là, encore une fois, mais tout le monde tasse un peu ou dit qu'il va le faire ou peu importe par rapport aux produits américains. Puis il y a des incentives dans les grandes chaînes ou même dans les plus petites chaînes ou autres qui sont comme font de la place pour des produits locaux, des produits québécois. Tu sais. Ça s'était perdu, ça, le Made in Québec. Le fait au Québec était comme c'est un avantage cool, tu sais, le petit dangler. Ouais, ouais. Le monde s'en foutait maintenant. Ouais. Price. Ouais. C'est le prix, c'était vraiment le prix, là, je pense. Mais ça a été rough économiquement Ouais, depuis ben oui, plusieurs années. c'est Fait que normal. autant le consommateur que l'entrepreneur, le B2B, la boutique était comme je veux faire mes marges, puis le consommateur est comme je peux pas me l'acheter. Ouais. Fait que d'un autre ou juste je vais prendre l'option la moins chère parce que, tu sais. Fait que là, d'avoir comme ça le plus l'entrepreneur qui va encourager ou juste qui se dit ben je vais battre les tarifs, je vais acheter quelque chose d'ici. Puis de l'autre côté, le consommateur est comme moi, je veux encourager Québécois, je veux encourager Canadiens. On le voit en ce moment, en tout cas. Là. Puis c'est des questions qu'on reçoit. Les gens viennent dans nos lives, dans nos vidéos, puis comme hey, si tu fais ici au Québec, ouais, cool, je vais commander. Ouais. Ça a un impact. C'est quand même particulier. Parce que Mais le monde sont vraiment à l'affût. Là. Nous, on a eu des messages parce qu'on a eu un investisseur à un moment donné américain dans une des rondes de financement qu'on avait faites. Un micro pourcentage de la compagnie. Puis la personne a trouvé ça sur Internet. Puis là, elle pensait qu'on était américain, puis là, elle voulait des preuves, qu'on était canadien, puis tout ça. Fait que le monde va vraiment creuser pour être sûr que leur choix, il est... Fait que, c'est rendu on un autre envoie des extrême. fois là, des groupes là, de Costco, de whatever, là, puis là, les gens, allez voir ce produit québécois. Non, ce produit est fait à tel endroit, mais il est importé. Ils sont dedans. Moi, je suis... Ben, il faut, non, mais Ben c'est ça. Moi, je pense que c'est le retour du balancier. On va voir, ça va, évidemment, comme toutes les vagues, ça va se rebalancer, mais ça va être beaucoup plus... Il va y avoir une fierté nationale, je pense, qui va perdurer. J'adore ça. Si on termine ensemble aujourd'hui, j'ai envie de savoir la fameuse question, c'est assez simple. What's next? C'est quoi qui est next pour toi de ton côté? Qu'est-ce que tu verrais? Ou encore une fois, c'est quoi ton rêve le plus fou? Puis ça peut être autant personnel que ça peut être professionnel. Je vais y aller avec le professionnel. Je parlais un peu de l'univers des épiceries. Ouais. Moi, je marche une épicerie puis traditionnelle, puis je suis comme, ça va changer. Il faut que ça change. Fait que le rôle que Evive on peut apporter, c'est très congélateur. Fait que transformer le congélateur en destination santé. Okay. Que tu traverses les congélateurs des épiceries ou ton congélateur à la maison, puis que ce soit vraiment la nourriture la plus nutritive, la meilleure pour toi, pour ta santé. Si je suis dans 20 ans, puis comme l'offre a vraiment évolué, puis qu'on a fait partie de cette transformation-là, puis on a été un leader dans cette transformation-là, ce serait un bel accomplissement. That's it. J'aime beaucoup ça. Dominique Dubé, merci beaucoup d'avoir été au podcast. Merci, ça a été un plaisir. Merci pour tes conseils. Merci pour tout. Merci pour les cadeaux. Fait plaisir. Merci à Forty pour ça. Puis merci. Bonne chance pour la suite. Félicitations pour tous tes beaux succès. Puis honnêtement, c'est inspirant de t'écouter parler. Puis je te souhaite juste le meilleur pour les enfants puis le reste de la business aussi. C'est bien gentil. Merci à toi. Pour les gens de la maison, j'espère que vous appréciez l'épisode d'aujourd'hui. Si c'est le cas, on laisse un 5 étoiles et un petit commentaire Apple Podcast, Spotify et YouTube. Et on se voit la semaine prochaine pour l'épisode du podcast Sport Ordinaire. Bye guys.